Banni pour me garder invisible, je me suis marié en secret en Italie pour ma propre joie. Je ne m'attendais pas à ce qu'une seule photo révèle leur vol secret et gâche leur faux mariage avant. Qu'elle ne s'avance vers l'hôtel. Je m'appelle Harper. J'étais assise en tailleur sur le parquet de mon appartement à Denver, entouré par le bourdonnement discret de disques durs externes et l'odeur prononcée d'un café glacé éventé. La lueur de mes 2 moniteurs était la seule lumière dans la pièce, éclairant de petites poussières qui dansaient dans l'air stagnant. J'étais profondément concentré sur mon travail de retouche. J'ajustais l'étalonnage des couleurs sur un album de mariage pour un client qui avait payé le prix fort pour mon style signature. C'était un style fondé sur l'émotion brute, non filtrée. Le genre de photographie qui capturait l'instant précis où une larme glissait sur la joue d'un père ou le tremblement nerveux et fugace de la main d'un marié avant qu'il ne voie sa mariée. J'étais doué pour voir des choses que les autres ne remarquaient pas. Honnêtement, avec le recul, c'était peut-être là tout le problème. Mon téléphone a vibré violemment contre les lattes de parquet, brisant complètement le calme de mon studio. L'écran s'est allumé avec un seul nom, Brenda. Mon estomac a fait cette petite décharge familière et désagréable qu'il faisait toujours lorsque ma mère m'appelait. Nous n'avions pas de discussions informelles sur la météo et nous n'essayions pas de nouvelles recettes ensemble. Un appel de Brenda signifiait des instructions, des critiques ou des corrections. J'ai pris une grande inspiration, j'ai glissé l'icône verte et j'ai porté le téléphone à mon oreille. « Bonjour, maman », ai-je dit, m'efforçant de toutes mes forces de garder une voix neutre et légère. « Harper », dit-elle. Il n'y avait pas de salutation, pas de chaleur. Sa voix était sèche, comme des feuilles mortes sur lesquelles on marche. « Nous devons parler du mois prochain, du mariage. » Je me suis adossé contre le bord de mon canapé, me frottant les yeux fatigués. « J'ai déjà réservé mon vol, maman. Je t'ai envoyé la confirmation la semaine dernière. » « J'atterris le 14 A, ne le fais pas, » m'interrompit-elle. Le mot était sec. C'était un ordre plutôt qu'une demande. « C'est pour cela que j'appelle. »« Tu ne viens pas ?» J'ai cligné des yeux, fixant bêtement l'image figée d'une mariée souriante sur mon écran d'ordinateur. Le silence sur la ligne s'est étiré, épais et étouffant. « Pardon ? » « Tu m'as très bien entendu, » continua Brenda, son ton glissant sans transition vers ce ton exaspérément raisonnable qu'elle utilisait toujours juste avant de me manipuler pour me faire douter de ma propre réalité. « Nous en avons discuté, ton père et moi, et Clara, bien sûr. Nous pensons qu'il est préférable que tu passes ton tour pour celui-ci. »« Que je passe mon tour, » répétai-je, ma voix montant malgré moi. « C'est le mariage de ma sœur. Je sors sa seule sœur. »« De quoi parles-tu ? » « C'est compliqué, Harper. »« Tu sais comment c'est, » soupira-t-elle. C'était un soupir de fatigue théâtrale parfaitement orchestré. « Tu t'en sors si bien ces derniers temps avec ta petite entreprise de photographie. Tu as ce style maintenant, cette assurance. Tu m'annules parce que j'ai l'air d'avoir de l'assurance ? Arrête de faire ta dramatique, rétorqua-t-elle, ma confusion se transformant en attitude défensive. Écoute-moi, dit-elle, sa voix devenant glaciale. Si tu viens, les gens te regarderont. Ils te poseront des questions sur ton travail. Ils parleront de ton succès à Denver. Et pour un jour, un seul jour, Clara mérite d'être la seule que les gens regardent. Tu apparais et soudain, l'atmosphère change. Tu accapares toute l'attention, Harper. Tu l'as toujours fait. Si tu es là, Clara sera éclipsée à sa propre réception. L'accusation m'a frappé avec la force physique d'un coup en pleine poitrine. Mais ce n'était pas une blessure nouvelle. C'était une très vieille cicatrice que l'on rouvrait violemment. Je me retrouvais soudain à l'âge de 7 ans, tenant un trophée de concours d'orthographe et m'entendant dire de le cacher tout au fond de mon placard pour que Clara ne se sente pas mal à cause de sa mauvaise note en mathématiques. J'avais 16 ans, je portais une robe de bal que j'avais achetée avec mon propre argent durement gagné, et on me disait que j'avais l'air trop agressive et que je devais atténuer mon maquillage pour ne pas paraître plus jolie que ma sœur aînée. Je ne ferai rien, chuchotai-je, la gorge complètement nouée. Je resterai juste assise là. Je porterai un sac en toile de jute si tu le voulais. Ce n'est pas ce que tu portes. C'est ce que tu es, dit Brenda. La cruauté de cette affirmation était si naturelle, si sans effort, qu'elle me coupa littéralement le souffle. Nous voulons juste une journée paisible. Si tu aimes ta sœur, tu comprendras. La ligne s'est coupée. Elle n'a même pas dit au revoir.
Je suis restée assise là, le téléphone glissant de ma paume moite. Mon cœur martelait mes côtes comme un oiseau pris au piège. Sûrement, c'était un énorme malentendu. Peut-être que maman était juste stressée par le traiteur. Peut-être qu'elle projetait ses propres angoisses. J'avais besoin de me rassurer. J'ai senti une vague de vertige m'envahir. Ma main, tremblant de manière incontrôlable, a heurté le grand verre de café glacé posé à côté de mon clavier. Cela s'est produit dans un ralenti insoutenable. Le verre lourd a basculé. Le liquide ambré a jailli, s'éclaboussant directement sur le bureau, imbibant mes factures et s'accumulant directement sous mon disque dur externe principal. Le disque dur contenant précisément 3 mois entiers de travail de client. Non, ai-je hurlé, lâchant complètement le téléphone. Je me suis précipité à genoux, saisissant le disque métallique, arrachant le cordon du port. Le liquide froid et collant coulait du boîtier. J'ai essayé frénétiquement de le sécher avec le bas de mon t-shirt, ma respiration saccadée par la panique. Je l'ai rebranché, priant tous les dieux auxquels je ne croyais pas. L'ordinateur a émis un bruit de grincement horrible. L'écran a vacillé. L'icône du dossier n'est pas apparue. Non, ai-je sangloté, frappant le bord du bureau de mon poing fermé. C'était ce qu'il faisait. C'était le véritable héritage de la famille Martin. Il ne se contentait pas de me blesser. Il déstabilisait complètement ma réalité. Il me faisait trembler jusqu'à ce que je brise les choses mêmes que j'avais construites de mes propres mains. Ils entraient dans ma tête jusqu'à ce que je détruise mon propre travail. Je me retrouvais assise dans une flaque de café et de désespoir, holding un morceau de métal mort qui représentait des milliers de dollars et des centaines d'heures de travail, tout cela parce qu'il m'avait convaincu que je n'étais pas digne d'être témoin de la joie de ma propre famille. La porte d'entrée s'est déverrouillée avec un déclic lourd. Julien est entré, portant de grands sacs de course en papier brun. Il s'est arrêté net dans l'entrée. Julien était un réalisateur de documentaires, un homme qui passait sa vie à structurer des récits à partir du chaos absolu. Il a immédiatement analysé la scène. Il a vu le café couler du bord du bureau, le disque dur mort serré entre mes mains, les larmes chaudes sur mon visage et mon téléphone abandonné sur le sol. Il a lâché ses sacs de course. Ils ont heurté le sol avec un bruit sourd, des pommes roulant sur le parquet. Il s'est précipité, ignorant complètement le désordre, et s'est agenouillé à mes côtés dans la flaque humide. Harper, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es blessé? Il a tendu les mains, retirant doucement le disque dur dégoulinant avant que je ne l'écrase entre mes doigts. Je l'ai regardé à travers ma vision floue. J'ai vu l'inquiétude profonde dans ses yeux, sa peur sincère que je sois physiquement blessé. Il me voyait, lui. Il ne me considérait pas comme une concurrente. Il ne me voyait pas comme une menace. Il ne me considérait pas comme un personnage secondaire ennuyeux qu'il fallait effacer pour que quelqu'un d'autre brille. J'ai regardé l'écran noir de mon ordinateur. J'ai regardé le café s'imbiber dans le parquet coûteux. J'ai pensé au vol non remboursable que je devrais maintenant annuler. J'ai pensé à la robe de demoiselle d'honneur suspendue dans mon placard, cette robe terne au ton neutre que j'avais achetée spécifiquement parce qu'elle était modeste et discrète, choisie uniquement pour plaire à ma maman. Quelque chose en moi s'est brisé. Mais ce n'était pas une rupture. C'était un réalignement complet. La chaleur paniquée et étouffante dans ma poitrine s'est rapidement refroidie en quelque chose de solide et d'incroyablement dur, comme de l'acier trempé dans de l'eau glacée. Je m'essuyai le visage du revers de la main. Les larmes s'arrêtèrent immédiatement. Harper, demanda doucement Julien en écartant une mèche de cheveux de mon front humide. Parle-moi. J'ai pris une grande inspiration, respirant l'odeur acrée amère du café ruiné. Cela sentait la faim. Ils m'ont désinvité, ai-je dit. Ma voix était calme, posée et d'un sang-froid terrifiant. Brenda, maman, m'a dit de ne pas venir. Elle a dit que mon succès nuisait à Clara. Elle a dit que j'accaparais toute l'attention. La mâchoire de Julien se crispa instantanément. La douce inquiétude dans ses yeux se mua en une colère dure et protectrice. Ils ont fait quoi? J'en ai fini, Julien, ai-je dit, le regardant droit dans les yeux. J'en ai absolument fini de m'effacer de l'image pour qu'il se sente plus grand. J'en ai fini de m'excuser pour la place que j'occupe. Je me suis levé. Mes jambes étaient parfaitement stables. J'ai regardé le désordre sur le sol.
C'était la manifestation physique du chaos absolu que ma famille apportait constamment dans ma vie. J'allais nettoyer cela. J'allais payer les frais exorbitants de récupération de données. J'allais réparer le travail, mais je ne les laisserais plus jamais me briser. Julien s'est levé pour croiser mon regard. Il ne m'a pas offert de platitudes creuses. Il ne m'a pas dit que la famille restait la famille et qu'il finirait par changer d'avis. Il a juste attendu. Je ne demanderai plus jamais à personne la permission d'exister, ai-je dit. Un plan s'est formé instantanément dans mon esprit. Il est apparu complet et limpide, comme s'il avait attendu là, à l'arrière de mon cerveau, pendant 28 ans, caché juste derrière le rideau lourd de mon obéissance de toujours. Je me suis tourné vers le calendrier vierge suspendu au mur. Assise là, après ce coup de téléphone, j'ai enfin réalisé que ce n'était pas un incident isolé. C'était simplement le grand final d'un spectacle misérable qui durait depuis toute ma vie. Le scénario avait été écrit avant même ma naissance, gravé de manière permanente dans les fondations de notre dynamique familiale. Clara était la star. Elle était l'orchidée fragile et coûteuse qui avait besoin d'un contrôle constant de la température, d'un éclairage spécialisé et d'une admiration de tous les instants. Et moi, j'étais la terre. J'étais la chose solide et sombre qui était absolument nécessaire à sa croissance, mais dont on attendait strictement qu'elle reste enterrée, sale et complètement invisible. J'ai fermé les yeux, et les souvenirs m'ont envahi à nouveau, non pas comme des sensations floues, mais comme des clichés nets et en haute définition. Je me souvenais de la clé d'or de l'état que j'avais gagné. Je me souvenais avoir remis la lettre à ma mère dans la cuisine. Je me souvenais de ses lèvres esquissant un faux sourire qui n'atteignait pas ses yeux. C'est merveilleux, Harper, avait-elle chuchoté, jetant un regard nerveux vers le couloir. Mais écoute, Clara a juste raté ses examens de chimie hier. Elle est dévastée. Si nous faisons toute une histoire autour de cette histoire de photographie en ce moment, cela va juste lui rappeler ses difficultés. Gardons cela hors d'Internet pendant quelques jours, d'accord? Juste le temps qu'elle se sente mieux. J'avais hoché la tête. J'avais joué le rôle de la bonne sœur compréhensive. J'avais caché le certificat dans le tiroir de mon bureau. Quelques jours s'étaient transformés en une semaine, puis en un mois. Le message n'a jamais été publié. Le dîner de célébration n'a jamais eu lieu. Ma victoire avait été étouffée en silence sous le lourd oreiller de la médiocrité de Clara, simplement pour qu'elle puisse dormir tranquille. Eh bien, c'était fini. La terre refusait enfin de rester sous terre. Malgré ce sursaut de détermination, une part pathétique de moi avait encore besoin de savoir si j'étais vraiment seul dans cette histoire. J'avais besoin de savoir si mon père était l'architecte de ce bannissement ou s'il n'était qu'un spectateur passif. J'ai repris mon téléphone, mes doigts encore légèrement collants de café, et j'ai composé le numéro de Richard. « Salut, papa », ai-je dit au moment même où il décrochait. Je le suppliais presque de rire de tout cela, de me dire que ma mère avait perdu la tête à cause des budgets du traiteur. Maman vient de m'appeler et de me dire la chose la plus folle. Elle a dit que j'étais désinvité. S'il te plaît, dis-moi qu'elle fait juste une crise de nerfs avant le mariage. Richard s'est raclé la gorge. Le son était sec, rauque et terriblement malaisant. Harper, dit-il, et l'absence totale de surprise dans sa voix a brisé le tout dernier morceau d'espoir qu'il me restait. Ta mère et moi, nous en avons longuement parlé. Donc, tu es d'accord, ai-je demandé, ma voix tremblant malgré mes efforts pour rester ferme. Tu es vraiment d'accord pour que je ne sois pas là? Écoute, ma chérie, dit-il, sa voix baissant dans ce chuchotement discret et confidentiel qui me rendait toujours malade. C'était la voix qu'il utilisait lorsqu'il voulait que je cache mes réussites. Clara est très fragile en ce moment. Elle subit beaucoup de pression avec l'organisation. Derek a des exigences très élevées. Ta présence introduit un élément de compétition qu'elle ne peut tout simplement pas gérer en ce moment. Vois les choses ainsi, ma puce. Ton absence est un cadeau. C'est un cadeau que tu fais à ta sœur. Un cadeau? Mon effacement complet était le seul cadeau qu'il voulait vraiment de moi. Papa, ai-je dit, ma voix se durcissant. Tu me demandes de rater le plus grand jour de sa vie parce que tu as trop peur de dire à maman qu'elle est folle. Ne parle pas de ta mère sur ce ton, répliqua-t-il, sa lâcheté défensive refaisant surface. Nous essayons de préserver la paix. Tu as toujours été la plus forte, Harper. Tu peux gérer cela. Clara a besoin que cette journée soit parfaite. C'est ça.
Préserver la paix, ai-je marmonné. Tu veux dire préserver ta paix pour que maman ne te crie pas dessus. Harper, s'il te plaît, sois raisonnable. J'ai raccroché. Je n'ai pas jeté le téléphone. J'ai juste appuyé doucement sur le bouton rouge, coupant court à ses excuses pathétiques. Le constat était sans appel. Mon père savait que c'était injuste. Il savait que c'était profondément injuste. Et il choisissait délibérément de sacrifier sa plus jeune fille au loup simplement pour garder son salon tranquille. C'était la lâcheté de la complicité. C'était presque pire que la cruauté directe de Brenda. J'ai levé les yeux vers Julian. Il était appuyé contre le cadre de la porte, les bras croisés, m'observant avec une intensité calme et farouche. Il savait, ai-je dit simplement. Il m'a dit que mon absence était un cadeau. Julian a secoué la tête, un air de pur dégoût sur le visage. Ils sont en train de monter une pièce de théâtre. Harper, ce n'est pas une famille. C'est une mise en scène. Mais ta vie n'est pas un rôle secondaire. Je sais, ai-je dit. Je ne me bats pas pour une place à une table où ils ne veulent même pas que je mange. Julian s'est approché, m'a pris les mains et m'a relevé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous partons de Denver, ai-je dit. L'air dans cet appartement est trop lourd en ce moment. Il est saturé du regret de 1000 excuses que je n'ai jamais reçues. Nous avons besoin de nous vider la tête. Nous avons préparé un sac pour la nuit et avons roulé vers le sud, regardant les montagnes rocheuses s'estomper dans le rétroviseur jusqu'à ce que le paysage s'aplatisse. Nous avons loué une petite casita en adobe à Santa Fe pour 2 jours. Le but n'était pas de faire du tourisme. Le but était de couper complètement le signal. J'avais besoin d'éteindre le bourdonnement constant de la voix de ma mère qui vivait gratuitement dans ma tête et d'entendre ce à quoi ressemblaient mes propres pensées pour la première fois en 28 ans. Nous nous sommes assis sur le patio de la casita, buvant du vin bon marché et regardant la lumière du haut désert passer d'un blanc cru à un magnifique violet crépusculaire. Nous avons à peine parlé du mariage à Charleston. C'est dans cet espace de calme que Julian a évoqué Matteo. Tu te souviens du gars pour qui j'ai tourné ce documentaire sur l'huile d'olive il y a quelques années, demanda Julian en faisant tourner le vin rouge dans son verre. Matteo, dans les Pouilles, ai-je demandé. Je me souvenais des images brutes. Ce n'était pas l'Italie polie et ultra commerciale des brochures de voyage coûteuses. C'était de la pierre brute, des oliviers centenaires et une lumière naturelle qui semblait avoir été peinte par un maître de la Renaissance. Oui, il m'a envoyé un message le mois dernier, dit Julian. Il a converti les anciennes écuries de sa masseria en un petit espace de réception. Il a dit qu'il en avait assez des grands mariages américains artificiels où la mariée pleure parce que les serviettes n'ont pas la bonne nuance de blanc. Il veut accueillir des choses vraies, petites, honnêtes. J'ai regardé l'horizon du désert. J'ai fermé les yeux et je l'ai imaginé. Pas une performance, pas une production massive avec 500 invités et un budget floral qui pourrait nourrir un petit pays. Juste de la pierre, du vent et la vérité absolue. Allons-y, ai-je dit. Julian a arrêté de faire tourner son vin. En Italie pour les vacances? Non, ai-je dit, me tournant vers lui. Mon cœur battait vite, mais ce n'était pas de la panique. C'était de l'excitation. Pour nous marier. Fuyons là-bas. Nous voulions un petit mariage de toute façon. Faisons-le là-bas. Juste nous et les 20 personnes qui en ont vraiment quelque chose à faire de nous. Le visage de Julian s'est éclairé d'un sourire lent et magnifique. Tu es sérieuse? Je n'ai jamais été aussi sérieuse de ma vie, ai-je dit. Ce n'était pas une décision née de la malveillance. Je dois être tout à fait clair là-dessus. À ce moment précis sur le patio, je ne cherchais pas à blesser Clara ni à surpasser Brenda. Je pensais uniquement à ma survie. Je savais que si je restais chez moi à Denver le jour de son mariage, à pleurer sur mon canapé, je m'effondrerais. Je choisissais de vivre. Je choisissais la joie. Nous avons sorti nos ordinateurs portables sur le patio et avons commencé à planifier. Ce n'était pas une liste de contrôle de mariés stressés. C'était le plan de travail d'un producteur professionnel. J'ai abordé la chose exactement comme j'abordais mes meilleurs travaux de photographie. Je ne voulais pas de pose parfaite. Je voulais la réalité documentaire. Nous avons limité la liste des invités à exactement 20 personnes. Une liste de noms qui m'allégeait instantanément la poitrine. Pas d'obligation pesante.
pas de cousins éloignés et critiques qui chuchoteraient sur les centres de table. Juste les gens qui m'avaient soutenu quand mon propre sang s'efforçait de me rabaisser. Morgane, ma mentor du studio, quelques amis proches de l'université et la petite équipe de Julien. J'ai ouvert un tableur et j'ai tapé furieusement. Éclairage, naturel uniquement. Cérémonie, heure dorée. Dîner, à la bougie. Pas d'ambiance artificielle. Météo, fin de printemps dans les Pouilles, forte chance de soleil, mais s'il pleut, on laisse pleuvoir. On ne se cache pas des éléments. Puis est venue la robe. J'ai trouvé en ligne une créatrice qui travaillait exclusivement avec de la soie vintage issue de stocks dormants. Je ne voulais pas d'une traîne immense nécessitant 3 demoiselles d'honneur épuisées pour la porter. Je ne voulais pas d'un corset rigide qui m'empêchait de respirer. J'ai choisi une robe nuisette simple, en soie coupée en billets, quelque chose qui bougeait avec moi comme une seconde peau. Lorsque nous sommes rentrés à Denver le lendemain après-midi, le projet était entièrement bouclé. Les vols étaient réservés. L'acompte était envoyé à Matteo. Nous allions le faire, ce qui signifiait que je devais passer l'appel. J'ai attendu d'être de retour dans mon appartement, entouré de mes propres affaires. J'avais besoin de faire cela debout sur mes 2 pieds. J'ai pris le téléphone et j'ai composé le numéro de Brenda. Allô, répondit-elle à la 2e sonnerie d'une voix très distraite. J'entendais clairement le froissement agaçant de papier de soie en arrière-plan. Harper, fais vite. Nous faisons le dernier essayage pour les ceintures des demoiselles d'honneur, et la nuance de rose est complètement ratée. Cela donne un teint terne à Clara. Je ne viens pas au mariage, maman, ai-je dit. Je sais que tu m'as désinvité, mais je le rends officiel. Je ne serai pas à Charleston. Bien, dit-elle sur un ton dédaigneux, sans perdre un instant. C'est pour le mieux. Je suis ravi que tu te montres enfin mûr et raisonnable à ce sujet. Je vais en Italie, continuai-je d'une voix ferme, refusant de la laisser m'écraser. Julien et moi allons nous marier dans les Pouilles, 3 jours avant la cérémonie de Clara. Le froissement du papier de soie s'est arrêté net. Le silence à l'autre bout du fil devint absolu, lourd et extrêmement dangereux. Pardon ? Sa voix était descendue d'1 octave. C'était le ton exact qu'elle utilisait juste avant une explosion majeure. Nous nous marions, répétai-je clairement. Petit mariage, privé, juste des amis. Tu plaisantes, chuchota T.L., le venin suintant de ses mots. Puis le volume a augmenté si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Tu plaisantes complètement. Ce n'est pas possible. Tu vas te marier maintenant, juste avant le grand jour de ta sœur. Cela n'affecte en rien sa journée, maman. Je n'invite aucun membre de la famille. C'est à des milliers de kilomètres. C'est du sabotage, hurla T.L. C'est exactement ce que c'est. Tu es tellement jalouse. Tu essaies de lui voler la vedette. Tu veux juste que les gens parlent de toi au lieu d'elle. Comment oses-tu, Harper? Comment oses-tu être si incroyablement égoïste? J'ai gardé le téléphone à distance. Les mots m'étaient douloureusement familiers, mais bizarrement, ils ne piquaient plus comme avant. Ils semblaient lointains, comme une radio bruyante allumée dans une autre pièce. Je ne vole rien du tout, ai-je dit, sincèrement surprise par le calme de mon propre rythme cardiaque. Clara peut avoir sa journée. Elle peut avoir ses 500 invités et ses fleurs importées de Paris. Moi, je vis simplement ma vie. Tu fais ça uniquement pour nous nuire, accusa T.L., respirant lourdement. Tu essaies de nous faire passer pour les méchants. Qu'est-ce que les gens vont te dire quand ils vont apprendre que la sœur s'est enfuie pour se marier en secret juste avant le mariage du siècle? Ils ne diront rien, répondis-je calmement. Parce que tu leur as dit que je n'étais pas la bienvenue de toute façon, n'est-ce pas? Rappelle-toi tes propres mots. Mon absence est un cadeau. Considère que je te l'emballe avec un nœud. Je te l'interdis, trancha T.L., perdant totalement le contrôle. Tu vas attendre. Tu vas attendre l'année prochaine, ou tu ne le feras pas du tout. J'ai regardé ma main gauche. Je ne portais pas encore d'alliance, mais je sentais déjà le poids de la promesse que je m'étais faite dans le désert. Je ne te demande pas la permission, maman, dis-je doucement. Je t'informe. J'en ai complètement fini de demander la permission. Si tu fais cela, siffla T.L., la voix dégoulinante de Purène, ne t'attends pas à ce qu'une seule personne de cette famille ne te soutienne plus jamais. Je ne m'y suis jamais attendu, ai-je dit, puis j'ai raccroché.
Mes mains tremblaient, mais ce n'était pas de peur. C'était l'adrénaline pure d'un prisonnier qui venait de franchir tranquillement une grille ouverte. J'ai pris une grande inspiration, m'attendant à la culpabilité écrasante et familière qui suivait généralement l'établissement de limites avec ma maman. Mais elle n'est pas venue. L'air dans mon appartement avait un goût étonnamment doux. L'assaut a commencé à 7 heures pile du matin, précisément 3 heures après que j'eus officiellement confirmé les billets d'avion pour Bari. Mon téléphone, habituellement un outil paisible de communication avec les clients et de navigation tranquille, s'est transformé du jour au lendemain en une arme vibrante de culpabilité massive. Ce n'était plus seulement Brenda. Elle avait activé le réseau. La famille élargie, les fameux agents de liaison de la dynastie Martin, avaient été mobilisés avec succès pour ramener la brebis galeuse à l'abattoir. Le tout premier message est venu de la tante Sarah, une femme qui ne m'avait littéralement pas adressé la parole depuis Noël il y a 2 ans. « Je viens d'apprendre la nouvelle », écrivait-elle. « Je n'arrive pas à croire que tu fasses une chose aussi incroyablement toxique à ta sœur. » Clara hyperventile. Elle va peut-être devoir aller aux urgences à cause du stress que tu provoques. S'il te plaît, Harper, pour une fois dans ta misérable vie, pense à quelqu'un d'autre. Puis est venu le cousin Mark, pas cool, Harp. Tu ramènes tout à toi. Le syndrome classique de l'enfant du milieu. Puis est venue une avalanche incessante de messages provenant de numéros que je n'avais pas enregistrés ou que j'avais joyeusement supprimés depuis des années. Les messages inondaient mon écran, remplis de mots agressifs comme « égoïste »,« cruel »,« en quête d'attention »,« malveillante » et « jalouse ». Collectivement, ils dépeignaient un tableau terrifiant de la situation à Charleston, digne d'une tragédie grecque. Selon eux, Clara s'effondrait au milieu d'un tas de tuiles coûteux et de larmes chaudes, étouffant, son cœur fragile brisé parce que sa méchante sœur jalouse avait décidé de se marier en Italie uniquement pour gâcher son ambiance. J'ai ressenti ce serrement familier dans ma poitrine. Ce vieux conditionnement de l'enfance qui se réactivait automatiquement. Est-ce que je lui fais du mal? Est-elle vraiment malade? Est-ce que j'ai poussé le bouchon trop loin? Vérifie son profil, dit Julien, qui se tenait juste derrière mon épaule avec 2 tasses de café, regardant les notifications s'empiler sur mon écran de verrouillage comme des blocs de Tetris agressifs. Ne réponds à aucun d'eux. Vérifie juste son profil. J'ai ouvert Instagram. Je suis allé directement sur le profil public de Clara. Au vu des messages que je recevais, je m'attendais à un silence radio ou peut-être à une citation triste et vague sur la trahison familiale sur fond noir. À la place, j'ai vu une série de stories en haute définition publiées il y avait exactement 15 minutes. Clara n'était pas à l'hôpital. Elle n'hyperventilait pas dans un sac en papier. Elle assistait à un brunch de mariés exclusif dans un jardin baigné de soleil et magnifiquement entretenu, tenant une coupe en cristal remplie d'un champagne rosé coûteux. Dans la story suivante, elle jetait la tête en arrière et riait aux éclats avec ses 6 demoiselles d'honneur parfaitement coiffées. Une part de gâteau de velours rouge était élégamment posée sur une fourchette en argent. Séance de dégustation, disait la légende, suivie d'un emoji de bague en diamant et d'un cœur étincelant. Elle avait l'air radieuse. Elle avait l'air de ne se soucier de rien. Elle avait l'air parfaitement, à 100%, en forme. La dissonance cognitive m'a donné le tournis. Les SMS me hurlant que je l'avais envoyée aux urgences arrivaient à la milliseconde même où des vidéos 4K la montraient en train de faire une petite danse devant la caméra. Ils mentent, chuchotais-je, fixant l'écran avec incrédulité. Ils inventent littéralement une réalité alternative où je suis la méchante, alors même que la preuve visuelle qu'elle va parfaitement bien est publique. C'est une attaque psychologique coordonnée, dit Julien, sa voix prenant ce ton professionnel et très détaché qu'il utilisait lorsqu'un tournage tournait mal et qu'il devait gérer la crise. Ils veulent que tu craques. Ils veulent que tu paniques, que tu les appelles en pleurant et que tu t'excuses d'exister. Ne leur donne pas de grain à moudre. Il prit doucement le téléphone de ma main. Nouvelle règle, annonça-t-il. On ne répond pas. On ne se défend pas. On fait des captures d'écran de tout. Des captures d'écran de tout, demandai-je. Absolument tout, confirma Julien. Chaque SMS, chaque message privé, chaque message vocal. On crée un dossier numérique. S'ils aggravent la situation, nous aurons des preuves horodatées, mais nous ne répondrons pas. Le silence est la seule chose que les narcissiques ne peuvent absolument pas manipuler. J'ai hoché la tête, sentant un sentiment de calme étrange et puissant dissiper la panique initiale. Les preuves. J'étais photographe.
Je savais tout à fait gérer l'épreuve. J'ai pris mon ordinateur et j'ai rédigé un message rapide en copie cachée à notre petit groupe d'invités, les 20 personnes qui s'envolaient pour l'Italie. Je suis resté bref et professionnel. Salut tout le monde. Ma famille n'est pas très heureuse de ce voyage. Ils risquent d'essayer de vous contacter pour vérifier des détails ou vous raconter des histoires folles pour vous inciter à annuler. S'il vous plaît, ignorez-les simplement. Si vous recevez un message bizarre, prévenez-moi. Je vous embrasse, Harper. Je pensais que cela suffirait. Je pensais que la limite était fermement posée et que la tempête passerait. J'étais incroyablement naïve, car 2 heures plus tard, j'ai réalisé que ma mère n'essayait pas seulement de me faire culpabiliser. Elle essayait de saboter complètement l'événement. J'ai dû aller dans les paramètres de mon téléphone et bloquer ma famille. Je suis allé sur le groupe de discussion, mise à jour de la famille Martin, juste pour voir si Richard était intervenu. J'ai fait défiler les messages jusqu'en bas. Je ne pouvais pas écrire. En bas, en petits caractères gris, il était écrit « Vous avez été retiré de ce groupe ». J'ai fixé la date indiquée à côté de la notification. Ce n'était pas d'aujourd'hui. Ce n'était pas de la semaine dernière, lorsqu'ils avaient prétendument pris la décision difficile de m'annuler. Cela datait d'il y a exactement 6 mois. Je suis resté figé là. Il y a 6 mois. C'était exactement le moment où Clara s'était fiancée. Ils ne m'avaient pas seulement exclu du mariage. Ils m'avaient chirurgicalement effacé de la conversation il y a un demi-an. Ils avaient créé une réalité distincte, complètement isolée, où je n'existais pas. Bien avant d'avoir le courage de me le dire en face, j'étais déjà parti. Un sourire étrange et froid s'est dessiné sur mes lèvres. Ils m'avaient eux-mêmes tendu les ciseaux pour couper le cordon. Plus tard dans l'après-midi, la véritable raison de mon exil a enfin fait surface, et cela n'avait absolument rien à voir avec l'obsession de ma mère pour que Clara soit le centre de l'attention. Mon téléphone a vibré, signalant un message de Morgane. Morgane était une organisatrice de mariage basée en Caroline du Sud. Rien ne se passait dans le milieu des mariages de Charleston sans qu'elle n'en connaisse le lieu, la liste des prestataires et les drames cachés. Contrairement au flot de culpabilité de ma famille, les messages de Morgane étaient toujours très stratégiques. Ce SMS contenait un seul lien et une phrase très courte, « Ne crie pas ». J'ai cliqué sur le lien. Il ouvrait une fenêtre de navigateur sur un site de mariage sur mesure, incroyablement haut de gamme. L'en-tête est apparue avec des effets de fondu élégants et coûteux, l'union de Clara et Derek. Une histoire d'amour à Charleston. C'était magnifique. C'était soigné. Cela avait l'air de coûter une fortune. Et c'était un mensonge monumental. L'image principale, la photo de fond massive en haute résolution qui occupait tout l'écran au chargement de la page, était un cliché époustouflant d'un couple s'embrassant sous un voile romantique de mousse espagnole. Baigné dans une lumière solaire parfaite qui transformait le monde entier en or liquide profond. C'était une image d'un romantisme à couper le souffle. C'était aussi entièrement la mienne. Je me suis figé, la main suspendue au-dessus du pavé tactile de mon ordinateur. Je connaissais chaque pixel de cette image. Je l'avais prise il y avait exactement 3 ans lors d'un mariage de luxe à Savannah pour une blogueuse mode assez connue. C'était le cliché exact qui avait lancé ma carrière solo. C'était l'image qui m'avait vu un reportage de 4 pages dans des magazines majeurs du secteur. J'ai fait défiler la page, mon cœur battant à un rythme lent et dangereusement lourd contre mes côtes. Le site était truffé de mes travaux professionnels. La section décrivant leur projet utilisait ma photo de portfolio d'une table extravagante dans un vignoble de Napa Valley. La page de la liste de mariage utilisait un gros plan détaillé d'alliances en diamant que j'avais pris pendant un blizzard à Aspen. Ils avaient construit toute leur esthétique numérique, la promesse visuelle de leur mariage de luxe, sur les fondations de mon travail non payé. J'ai zoomé sur le coin inférieur droit de l'image principale. Mon filigrane, le logo subtil et élégant que je plaçais méticuleusement sur tous mes fichiers web pour protéger mes droits d'auteur, avait complètement disparu. Il avait été effacé grossièrement à l'aide de Photoshop, remplacé par une zone floue et pixelisée de feuilles vertes. J'ai fait défiler le site jusqu'au bas de la page, mon sang se glaçant. Là, dans une petite police sans empattement moderne, figurait l'affront final. La mention de crédit, photographie et direction visuelle par Derek. Je me suis adossé brusquement contre ma chaise, tout l'air quittant mes poumons d'un coup. Ce n'était pas un malentendu.
Ce n'était pas une bizarrerie familiale. C'était un vol flagrant et illégal. Et soudain, chaque pièce du puzzle de l'animosité intense de Derek à mon égard s'est assemblée avec une précision d'une clarté terrifiante. Ma famille m'avait toujours dit que Derek me détestait parce que j'étais une snob de l'art ou trop critique. C'était un écran de fumée complet. Derek ne me détestait pas parce que j'étais critique. Il me détestait parce que j'étais la preuve vivante de sa fraude. Morgan m'avait dit que Derek essayait de réorienter sa carrière. Il s'efforçait désespérément de construire sa marque personnelle en tant que prescripteur haut de gamme et entrepreneur lifestyle. Il utilisait ma propriété intellectuelle hautement professionnelle et protégée pour se vendre agressivement auprès de sponsors d'entreprises et de prestataires de luxe. Il présentait mes années de création artistique comme sa propre vision brillante. Si je me présentais à ce mariage à Charleston, si je me promenais à la réception en serrant des mains et que les gens demandaient « Oh, vous êtes Harper la photographe ? C'est vous qui avez pris ces photos magnifiques sur le site web ?» Tout le château de cartes s'effondrerait violemment. Ma simple présence physique en Caroline du Sud était un risque énorme et ingérable, non pas pour les sentiments fragiles de Clara, mais pour l'escroquerie commerciale de Derek. Je n'avais pas été désinvité pour préserver la santé mentale de ma sœur. J'ai été banni pour protéger une transaction commerciale. Ils n'avaient pas besoin d'une sœur à ce mariage. Ils avaient besoin d'un accessoire jetable. Et quand l'accessoire a commencé à avoir ses propres opinions et, plus important encore, à revendiquer ses propres droits d'auteur, ils l'ont éliminé de l'image. Je me suis levé et je me suis approché de la fenêtre, regardant la rue de Denver. La culpabilité lourde et étouffante qui me rongeait doucement l'estomac depuis des jours s'est enfin dissipée complètement. Elle a brûlé, remplacée par une détermination glaciale et profonde. J'ai pris mon téléphone. Je n'ai pas appelé Brenda. Je n'ai pas appelé Clara pour hurler. J'ai composé le numéro de Diana. Diana était une avocate spécialisée dans les droits d'auteur, brillante et impitoyable, que j'avais rencontrée lors d'une conférence pour les créateurs il y a 2 ans. Elle n'avait aucune patience pour le vol artistique et vouait un amour profond à la guerre juridique. Diana, ai-je dit lorsqu'elle a décroché, c'est Harper. J'ai besoin que tu regardes un lien tout de suite. J'ai envoyé le lien, sentant un sifflement de sourire froid se dessiner sur mon visage. Les faux-semblants allaient voler en éclats. Je ne ressentais pas la ferveur chaotique et enflammée de la vengeance. Je ressentais la clarté froide d'une transaction commerciale. C'était la différence fondamentale entre ma famille et moi. Il fonctionnait sur des émotions excessives, sur la manipulation psychologique et sur la monnaie très instable de la culpabilité familiale. Moi, je fonctionnais sur des contrats signés, des ratios d'éclairage légaux et la loi fédérale sur le droit d'auteur. Je me suis assise sur mon canapé et j'ai écouté Diana taper furieusement sur son clavier à l'autre bout du fil. Elle a ouvert le site en quelques secondes. « D'accord, je le regarde », dit Diana, sa voix assurée et tout à fait professionnelle. J'avoue que le site est bien fait, avec un bon niveau de production. Qui est ce type déjà? Mon futur beau-frère, dis-je, regardant mon curseur clignoter sur ma photo volée. L'image principale et les 3 photos de la section galerie sont à moi. J'ai les fichiers bruts. Ils sont entièrement enregistrés sous droit d'auteur. Les filigranes ont été intentionnellement supprimés et le pied de page le désigne comme directeur visuel. Supprimé, demanda Diana, son ton se durcissant instantanément. Elle adorait ce genre de violation flagrante. Entièrement effacé, remplacé par une texture de feuille artificielle, confirmai-je. C'est une violation directe du Digital Millennium Copyright Act, dit Diana sans une seconde d'hésitation. Et comme ils ont activement supprimé les informations de gestion des droits d'auteur le filigrane, c'est une violation distincte de la loi fédérale. Ce n'est pas juste une vilaine histoire de famille, Harper. C'est hautement attaquable en justice. Nous pouvons réclamer des dommages-intérêts. Je ne veux pas d'argent, dis-je, ma voix complètement plate. Je veux juste qu'ils disparaissent. Aujourd'hui. Nous pouvons envoyer une mise en demeure de retrait directement à l'hébergeur du site, expliqua Diana, son clavier cliquetant agressivement en arrière-plan. C'est une procédure standard et très efficace. Nous envoyons la preuve de propriété des fichiers bruts, nous signalons à l'hébergeur que le contenu est en infraction légale, et la loi fédérale les oblige à le retirer immédiatement pour éviter d'engager leurs propres responsabilités. Pas de procès, pas de comparution fastidieuse, juste une expulsion numérique. Fais-le, dis-je.
Tu es absolument sûr? Diana marqua une pause, son instinct d'avocate reprenant le dessus. C'est ta famille, Harper. Une mise en demeure de retrait supprime les images, mais elle entraîne généralement la fermeture complète du site selon la politique stricte de l'hébergeur. Cela va laisser un grand vide dans leur communication juste avant leur grand jour. Ce n'est pas de la communication, dis-je, fixant l'écran. C'est le travail de ma vie. Envoie-le. J'ai raccroché. Je n'ai pas envoyé de SMS à Brenda. Je n'ai pas affronté Clara. Je suis allé dans ma chambre, j'ai sorti ma valise et j'ai commencé à faire mes bagages pour l'Italie. 30 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. C'était un bref email de Diana. La demande était envoyée. L'hébergeur traitait généralement ses demandes sous 24 heures, mais compte tenu de la preuve irréfutable des fichiers bruts, elle s'attendait à ce que ce soit beaucoup plus rapide. J'ai attendu. Le soleil se déplaçait lentement sur le parquet de mon appartement. Julien emballait son matériel photo dans le salon, sentant le changement d'énergie en moi, mais me laissant l'espace calme dont j'avais besoin. Puis mon téléphone s'est allumé. Ce n'était pas un appel. C'était un SMS provenant d'un numéro masqué. Pas d'indicatif. Cela ressemblait à un numéro jetable bon marché ou à un message généré par Internet, si tu continues à détruire cela, tu n'auras absolument plus de famille vers qui revenir. Arrête maintenant. J'ai fixé l'écran lumineux. La voix était volontairement ambiguë. Cela ressemblait un peu à l'hystérie habituelle de ma mère, mais l'expression spécifique, détruire cela, ressemblait exactement à du Derek. C'était exactement la réaction d'un homme désespérément ambitieux qui voyait son investissement volé et lucratif s'effondrer. Pendant des années, j'avais cru au récit selon lequel j'étais la brebis galeuse parce que j'étais intrinsèquement difficile. Parce que j'étais trop bruyante, trop ambitieuse, trop difficile à gérer pour ma sœur délicate. J'avais dépensé des milliers de dollars en thérapie pour essayer de comprendre comment être plus douce, comment être la parfaite sœur effacée du second plan. Mais en regardant ce SMS menaçant et anonyme, j'ai réalisé que la vérité était bien plus simple et infiniment plus laide. Ils n'avaient pas besoin d'une sœur à ce mariage. Ils avaient besoin d'un accessoire silencieux pour donner de la crédibilité à leur fausse esthétique. Et quand l'accessoire s'est mis à faire respecter des limites légales, ils ont essayé de le terroriser pour le soumettre. J'ai supprimé le message. Je n'ai pas répondu. J'ai pris mon passeport et j'ai franchi la porte. Le vol transatlantique vers Bari a été un long et épuisant calvaire d'air recyclé et de sommeil haché. Mais à l'instant précis où Julien et moi avons posé le pied hors du petit aéroport régional, le monde a radicalement changé. L'air ici était tout à fait différent. Il ne sentait pas les gaz d'échappement et l'anxiété profonde. Il sentait intensément la terre sèche, le vent salé de la Méditerranée et quelque chose d'incroyablement ancien, comme de la pierre chauffée par le soleil. Nous avons récupéré notre voiture de location, une petite citadine vintage poussiéreuse qui vibrait joyeusement au ralenti, et nous nous sommes enfoncés dans le sud. Le paysage des Pouilles s'est dévoilé devant nous comme un tableau de maître laissé au soleil pendant des siècles. La terre était d'un rouge brique profond, contrastant violemment avec les feuilles argentées des oliviers à perte de vue. Ce n'étaient pas les arbres polis et parfaitement taillés d'une brochure de paysagiste de luxe à Charleston. C'étaient des géants noueux et tordus. Leurs troncs étaient fendus et tortueux, ancrés au sol avec une résistance silencieuse et obstinée pour laquelle j'ai instantanément éprouvé un profond respect. Nous sommes arrivés à la masseria de Matteo en fin d'après-midi. C'était une ferme fortifiée datant du XVIe siècle, construite entièrement en blocs massifs d'un calcaire doré et pâle qui semblait briller de l'intérieur. Il n'y avait pas de salle de bal grandiose et ostentatoire. Il n'y avait pas de lustre en cristal, et il n'y avait absolument pas de housse de chaise en satin blanc. À la place, il y avait une vaste cour centrale pavée de dalles anciennes et irrégulières, bordée de hauts murs couverts de jasmin grimpant odorant. Une simple guirlande de lumière chaleureuse se croisait au-dessus de nos têtes, attendant patiemment la tombée de la nuit. De longues tables en bois lourd, marquées et profondément teintées par des décennies de repas partagés, étaient prêtes pour notre petite réception. Ce n'était pas parfait. De petites herbes poussaient obstinément entre les pierres. Le plâtre s'écaillait à certains endroits, révélant la roche brute en dessous, mais c'était incroyablement chaleureux. C'était un lieu authentique où se déroulait une vraie vie, pas un décor de cinéma coûteux construit uniquement pour une séance photo superficielle. Matteo nous a accueillis à la lourde grille de fer, serrant Julien dans ses bras au point de lui briser une côte. Il s'est tourné vers moi,
ses yeux sombres se plissant chaleureusement. Bienvenue chez vous, Harper, dit-il simplement. Il ne m'a pas traité comme une mariée stressée et fragile qu'il fallait ménager. Il m'a traité comme une voyageuse fatiguée qui avait désespérément besoin d'un verre de vin et de pain frais. Nous avons passé la soirée à nous installer, mais l'influence de la dynastie Martin était apparemment mondiale. Plus tard dans la nuit, alors que nous goûtions le vin local dans la cuisine, Matteo m'a pris à part. Son visage habituellement jovial était d'un sérieux absolu. Harper, j'ai reçu un appel très étrange cet après-midi avant votre arrivée, dit-il doucement en s'essuyant les mains sur un torchon de cuisine. Une femme? Elle parlait un anglais très fort, très autoritaire. Elle a dit qu'elle était la mère de la mariée. Mon estomac s'est instantanément contracté. Brenda? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a exigé de savoir l'heure exacte de la cérémonie de demain, dit Matteo, un froncement de sourcils marquant son visage. Elle a dit qu'elle devait organiser une très grande livraison surprise de fleurs. Elle m'a demandé avec agressivité la liste complète des invités, puis elle a exigé le code de sécurité numérique de la grille de fer principale. J'ai senti le sang quitter mon visage. Brenda ne se contentait plus de hurler dans le vide. Elle me traquait activement. Elle essayait d'obtenir la liste des invités pour harceler mes amis. Elle essayait d'obtenir le code de la grille pour envoyer quelqu'un gâcher le lieu ou annuler le traiteur. L'intrusion semblait physique, comme si quelqu'un essayait de crocheter la serrure de ma porte d'entrée pendant mon sommeil. Matteo, ai-je dit, ma voix tremblant légèrement malgré mes efforts. C'était ma mère. Elle n'est absolument pas invitée. Elle n'envoie pas de fleurs. Sous aucun prétexte tu ne dois lui donner la moindre information. Pas même l'heure de la journée. C'est bien ce que je pensais, dit Matteo, son ton passant instantanément de l'autre confus à l'ami farouchement protecteur. Elle avait l'air incroyablement agressive. Ne t'inquiète pas, Harper. Nous sommes dans les pouilles. Nous savons exactement comment gérer les personnes agressives, mais nous avons besoin d'un système strict. Un mot de passe. Un mot de passe, demandai-je. Oui, dit-il fermement. À partir de maintenant, absolument aucune modification n'est apportée au menu, au déroulement ou à la liste d'accès à la grille à moins que tu ne me donnes le mot spécifique. Même si le pape lui-même appelle la masseria, s'il n'a pas le mot, il n'entre pas. Cannelle, dis-je. C'était le tout premier mot aléatoire qui me passait par la tête dans ma panique. Cannelle, répéta Matteo en hochant la tête. La veille du mariage, Julien est entré dans notre petite chambre de pierre, sa tablette lumineuse à la main. Il avait l'air hésitant, passant une main nerveuse dans ses cheveux. Bon, dit-il en s'asseyant lourdement sur le bord du lit ancien. Je viens de vérifier les prévisions météo locales pour demain après-midi. Et, demandai-je, levant les yeux du livre que j'essayais de lire. Les choses ont radicalement changé, dit-il en tournant l'écran vers moi. Il y a un front dépressionnaire important qui arrive directement de la côte. Il y a 80% de chances de pluie battante à 17h pile. Précisément au moment de nos vœux dans la cour. J'ai fixé la carte radar numérique sur l'écran. Les taches vertes et jaunes avançaient droit sur notre petite ville. De la pluie, bien sûr. Dans le récit méticuleusement construit par ma mère, ce serait la punition divine ultime. Vous voyez, dirait-elle à toutes ses amies du country club, même Dieu pense que Harper commet une erreur égoïste et terrible. Un mariage pluvieux était considéré comme un désastre absolu et sans appel dans les magazines de mariés pour lesquels je travaillais. Cela gâchait les brushings coûteux. Cela bouait les ourlets des robes de créateurs. Cela rendait les invités fortunés grincheux et misérables. Pendant 10 longues secondes, j'ai senti la panique familière me monter à la gorge. J'ai imaginé la cour en pierre ouverte et complètement exposée. J'ai imaginé les bougies romantiques s'éteignant sous l'averse. J'ai imaginé Brenda assise dans sa suite de luxe à Charleston, sentant la tempête de loin et riant de ma journée gâchée. Mais je me suis levé et j'ai regardé par la petite fenêtre en bois la silhouette sombre et silencieuse des oliviers centenaires se balançant dans le vent naissant. Ce n'était pas une performance. Il ne s'agissait pas d'obtenir le cliché parfait sous le soleil pour un blog de voyage afin d'avoir des nuits d'hôtel gratuites. Il s'agissait de se tenir à côté de Julien, l'homme qui me voyait vraiment, et de faire la promesse de construire une vraie vie ensemble. D'accord, ai-je dit, me tournant vers lui. D'accord, demanda Julien, un sourcil dubitatif levé. Tu veux que je demande à Matteo de déplacer la cérémonie dans l'ancienne grange?
Ce sera serré avec 20 personnes et le matériel de tournage, mais on peut s'arranger. No, dis-je, surprise par ma propre certitude farouche. Laisse pleuvoir. Julien cligna des yeux. Tu es sûr? Le calcaire est incroyablement beau quand il est mouillé, dis-je, un rire sincère m'échappant. C'était un sentiment étrange et merveilleux après des semaines de pure tension. Le vert des arbres devient tellement plus profond. La pluie, c'est juste un éclairage différent, Julien. C'est juste de la texture. Nous ne sommes pas en sucre. Nous n'allons pas fondre. Il a souri d'un large et magnifique sourire, et s'est penché pour m'embrasser le front. C'est la productrice chevronnée qui parle. Non, chuchotai-je contre son épaule. C'est la femme qui en a fini d'avoir peur d'un peu d'eau. Je me suis allongé sur les oreillers ce soir-là, écoutant le vent se lever à l'extérieur des murs épais. J'ai réalisé à cet instant précis que pendant 28 ans, j'avais cru ma famille toute puissante. Je croyais que leur désapprobation pouvait empêcher le soleil de se lever. Je croyais que leur colère pouvait façonner la réalité physique. Mais ici, à l'autre bout du monde, parmi les oliviers et le calcaire solide, leur pouvoir immense n'était rien d'autre qu'une petite voix agaçante sur une ligne téléphonique à laquelle je pouvais simplement choisir de ne pas répondre. Leur emprise de fer n'existait que si je restais de mon plein gré dans leur champ d'action. J'étais officiellement hors de portée. Et pour la première fois de ma vie, alors que les premières gouttes de pluie frappaient le toit, j'ai pu enfin respirer. La lumière cet après-midi-là ne s'est pas comportée comme les applications météo coûteuses l'avaient prédit. Vers 16 heures, le soleil implacable d'Italie s'est adouci, filtrant à travers une accumulation soudaine et lourde de nuages sombres arrivant de la mer Adriatique. Cela a transformé toute la cour en pierre en une immense boîte à lumière naturelle. C'était exactement le genre d'éclairage diffus et cinématographique que les photographes professionnels paient des milliers de dollars pour reproduire en studio. Tout semblait magique. Les murs de pierre brillaient d'une teinte de miel chaleureuse et la peau de toutes les personnes présentes semblait adoucie par un filtre invisible. Je me tenais dans l'encadrement de la lourde porte en bois de la masseria, vérifiant mon reflet une dernière fois dans la vitre. Je ne portais pas la robe de princesse massive et contraignante que Brenda avait toujours projetée pour moi. Je portais une robe nuisette simple en soie coupée en billets, qui épousait mon corps naturellement sans me comprimer les poumons. Mes cheveux étaient relevés en un chignon bas et légèrement lâche, fixé par une unique épingle en argent antique dénichée dans un marché aux puces chaotique à Bari. Je ne ressemblais pas à un mannequin posant dans un magazine de mariés glacés. Je ressemblais à une vraie femme qui s'était habillée pour un dîner très important avec l'amour de sa vie. Alors que je m'avançais sur les dalles humides, une lourde porte en bois de la propriété voisine s'est ouverte. Une vieille femme italienne, ne mesurant pas plus d'1,50 m, est sortie lentement. Elle portait une robe d'intérieur délavée et un tablier lourdement taché de farine blanche. C'était une amie d'enfance de Matteo, une figure du petit village qui avait observé nos préparatifs frénétiques avec une curiosité douce et silencieuse toute la journée. Elle s'est avancée vers moi, ignorant complètement l'équipe de tournage documentaire de Julien, et a doucement déposé un petit bouquet d'herbes sauvages odorantes dans mes mains. Ce n'était pas le bouquet d'un fleuriste à 1000 $. C'était du fenouil sauvage, du romarin frais et de petites fleurs violettes des champs liées par un bout de ficelle marron. Félicitations, beauté, dit-elle, sa voix ressemblant à du parchemin qui se déchire. La vie est à toi. Je ne parlais pas couramment l'italien, mais j'ai compris la portée du geste. Elle m'a caressé la joue d'une main chaleureuse et calleuse et est retournée dans sa cuisine. J'ai serré les herbes sauvages contre ma robe de soie. Elle sentait fort le verre, parfumant l'air humide de quelque chose de profondément ancré et de réel. J'ai parcouru le reste du chemin dans la cour jusqu'à Julien. Il n'y avait pas de quatuor à cordes jouant de la musique traditionnelle. Il y avait juste le bruit distinct du vent soufflant fort dans les branches d'olivier. Je n'avais pas de père pour me mener à l'hôtel et me céder comme une marchandise. Je m'y suis rendu seul. Je m'appartenais entièrement. Nous nous tenions sous les branches noueuses et tordues du plus vieil arbre du bosquet, nous tenant fermement la main. Alors que je commençais à prononcer mes vœux écrits à la main, la pression de l'air a soudainement chuté. Les 80% de chances de pluie sont enfin arrivées. Mais ce ne fut pas une tempête violente et destructrice. Cela a commencé comme une brume fine et magnifique, une poussière scintillante qui captait la lumière de fin d'après-midi et faisait briller l'air. Puis le vent s'est levé. Une rafale soudaine et violente a balayé la cour de pierre, faisant tourbillonner les feuilles d'olivier tombées et soulevant le bas léger de ma robe de soie. Le tissu s'est rabattu contre mes jambes,
se soulevant assez haut dans le vent pour révéler la doublure en soie. Pendant une fraction de seconde, la broderie personnalisée a été pleinement visible pour l'assistance, pas besoin de permission. Le fil sombre et lourd ressortait nettement sur la soie couleur crème. Julien l'a vu et a éclaté d'un rire sonore. Morgane, assise au premier rang, son smartphone à la main, a tapoté son écran. Quelque part dans cette petite assemblée de 20 invités, le déclic d'un appareil photo a retenti. Ce n'était pas une photo mise en scène et parfaite. C'était la capture rapide d'une réalité brute et spontanée. Nous avons terminé nos vœux sous une pluie battante. Nos cheveux étaient trempés. L'eau coulait sur nos visages et nous rions de manière incontrôlable en nous embrassant. C'était imparfait. C'était chaotique. C'était sans conteste le plus beau moment de ma vie. Nous avons déplacé la réception du dîner sous les immenses arches en pierre des anciennes écuries pour échapper à la pluie continue. L'ambiance dans la pièce était électrique. Nous avons bu du primitivo corsé dans des verres ordinaires et mangé d'énormes saladiers de pâtes orecchiettes, nous passant les lourds plats en terre cuite de manière conviviale pendant 2 heures d'affilée. Assise là, entourée de rires bruyants et de l'odeur d'ail, j'ai complètement oublié Charleston. J'ai oublié les messages agressifs. J'ai oublié l'exil. Puis Morgane s'est raclé la gorge. « Harper » dit-elle, sa voix résonnant de manière étrangement tendue sous la voûte de pierre. « Il faut vraiment que tu regardes ça. » Elle a fait glisser son téléphone sur la table en bois usé. L'une de mes bonnes amies d'université, une fille nommée Chloé, qui avait une communauté modeste mais très engagée sur Instagram, avait publié la photo qu'elle avait prise pendant la cérémonie. C'était le cliché exact du vent soulevant ma robe. La composition était accidentellement époustouflante. Julien et moi jetions la tête en arrière, riant sous la pluie scintillante. L'olivier centenaire et tordu nous cadrait parfaitement en arrière-plan. Et ce message secret et rebelle brodé sur la doublure de soie était parfaitement et nettement lisible au centre même de l'image, no permission needed. La légende de Chloé était très courte mais redoutable, elle a été désinvitée du mariage de luxe de sa sœur parce qu'elle prenait trop de place. Alors, elle s'est invitée dans sa propre vie magnifique. Pas besoin de permission. J'ai regardé l'heure de publication en haut du message. Il avait été publié il y avait exactement 3 heures. Regarde les chiffres, murmura Morgane, les yeux écarquillés. J'ai fait défiler la page sous l'image. Le post comptait exactement 40 000 mentions j'aime. C'est un bug, demandai-je en clignant des yeux. Elle a acheté des abonnés fictifs? Non, dit Morgane en secouant la tête. C'est un mouvement. J'ai ouvert la section des commentaires. Il défilait si vite que mes yeux avaient du mal à suivre le texte. C'est exactement l'attitude de personnage principal dont j'ai désespérément besoin en ce moment. Attendez, elle a été désinvitée? Qui désinvite sa propre sœur? La broderie. Je hurle. C'est tellement iconique. J'ai absolument besoin de connaître toute l'histoire. Qui est la sœur horrible? Dites-nous tout. La photo avait totalement échappé au cercle d'amis privés. Elle avait atteint l'algorithme de la page d'exploration mondiale. Elle était activement partagée sur Twitter et TikTok. Des milliers d'inconnus utilisaient un extrait sonore tendance sur l'indépendance pour commenter l'image de mon mariage. Le récit simple et authentique de la sœur des invités avait touché une corde sensible chez tous ceux qui, sur Internet, s'étaient sentis marginalisés, réduits au silence ou malmenés par leur propre famille toxique. C'est en train de devenir viral, dit Julien, se penchant au-dessus de mon épaule pour lire l'écran. C'est réellement et incontestablement viral. Mais Internet est une agence de détectives acharnés qui ne dort jamais. Vers minuit, alors que nous coupions le traditionnel gâteau millefeuille italien, le ton de mes notifications a radicalement changé. Un compte TikTok d'analyse de mariage très populaire, comptant plus de 2 millions d'abonnés et connu pour décortiquer impitoyablement les drames de mariage, s'était emparé de l'histoire. La créatrice du compte avait effectué une recherche d'images inversées sur mon visage. Elle avait facilement trouvé mon portfolio de photographies professionnelles. Et puis, parce qu'Internet n'oublie jamais rien, elle avait trouvé la version légalement mise en cache du site de mariage de Clara et Derek. Le site même que nous avions fait fermer avec la demande de retrait pour droit d'auteur quelques jours auparavant. Le compte a publié une analyse vidéo rapide. Bon, tout le monde, préparez-vous. La mariée en fuite devenue virale en Italie s'appelle Harper, c'est une photographe professionnelle incroyablement talentueuse. J'ai fait quelques recherches approfondies.
Sa sœur, celle qui l'a méchamment désinvité, avait un site de mariage de luxe en ligne jusqu'à il y a 2 jours. Devinez de qui étaient les photos professionnelles qui s'affichaient sur ce site? Celles de Harper. Devinez qui était crédité comme directeur artistique? Le marié. Ils ne l'ont pas seulement désinvitée parce qu'elle était trop jolie. Ils ont ouvertement volé sa propriété intellectuelle pour obtenir des sponsors, puis l'ont mise à la porte pour qu'elle ne dévoile pas leurs secrets. Ce n'est pas juste un petit drame familial. C'est un vol commercial de grande envergure. La section des commentaires sous cette vidéo a explosé. L'opinion publique est passée instantanément de la douce admiration pour ma rébellion romantique à une colère légitime en mon nom. Les gens interpellaient agressivement le compte Instagram professionnel de Derek. Ils traquaient les prestataires de luxe à Charleston et inondaient leurs commentaires, leur demandant s'ils savaient qu'ils travaillaient pour un faussaire et un voleur d'art. Le récit familial parfait que ma mère avait passé des décennies à construire avec soin était démantelé en temps réel par des millions d'inconnus armés de smartphones. Je n'ai pas éteint mon téléphone. Je l'ai posé sur la table, je l'ai laissé vibrer et j'ai mangé mon gâteau. À 3 heures du matin heure locale, l'air dans les pouilles était lourd de l'odeur sucrée du jasmin détrempé par la pluie. J'étais grande éveillée, assise seule sur le patio en pierre sombre avec un verre d'eau, regardant les longues ombres s'étirer sur la cour vide. Mon téléphone, posé sur la table, s'est mis à sonner. L'écran s'est allumé avec une photo éclatante que j'avais prise de Clara il y a des années. Elle riait sincèrement, la tête en arrière, ignorant totalement l'appareil photo. Elle avait été prise bien avant Derek, bien avant les contrats de marque désespérés, à l'époque où elle était juste une personne et non un projet hautement géré. J'ai décroché. Allô? Tu peux arrêter. La voix de Clara s'est brisée dans le haut-parleur. Elle semblait épuisée. C'était cette fatigue profonde qui vient du fait de tenir une pause artificielle pendant bien trop longtemps. Tu peux arrêter de tout aggraver, Harper, s'il te plaît? Je ne ressentais pas le vieux besoin de m'excuser immédiatement. Je n'avais pas le désir désespéré de régler son problème pour me protéger. Je ressentais un détachement étrange et calme. Je suis assise sur un patio en Italie, Clara, dis-je doucement. Je ne fais rien. C'est Internet qui fait son travail. La vérité trouve toujours un moyen de circuler. Tu sais exactement ce que je veux dire, répliqua-t-elle. Mais il n'y avait aucune colère réelle en elle. Seulement une détresse brute. Les avocats d'affaires, les prestataires. Derek est littéralement en train de hurler sur le fleuriste dans le couloir. Maman arpente la chambre d'hôtel comme un tigre en cage. Tout l'hôtel donne l'impression qu'une bombe est sur le point d'exploser. Et tout ça, c'est à cause de toi. Ah bon? Demandai-je, gardant ma voix parfaitement calme. C'est vraiment à cause de moi? Or est-ce parce que vous avez construit tout un mariage sur des photos volées et des mensonges? Un silence lourd s'est installé entre nous à travers l'océan Atlantique. J'entendais le léger ronronnement de la climatisation centrale à l'autre bout du fil, à des milliers de kilomètres de là, dans une suite nuptiale qui coûtait probablement $2000 la nuit. Je te pose une question simple, Clara, dis-je, ma voix s'adoucissant légèrement. Et je veux que tu me répondes honnêtement. Pas en tant que mariée parfaite. Pas en tant que préférée de maman. Juste en tant que sœur. Tu ne voulais vraiment pas de moi là-bas? Ou tu as juste peur de Derek et de maman? Elle ne répondit pas immédiatement. J'entendis un soupir saccadé et douloureux. Ça n'a pas d'importance, chuchota-t-elle. Ça en a pour moi, dis-je. Derek a dit. Elle s'interrompit, puis reprit, sa voix devenant minuscule. Derek a dit que tu représentais un risque majeur, un risque pour la marque. Il a dit que ta présence perturberait l'événement parce que tu es difficile, parce que tu ramènes toujours tout à toi. Il a dit que nous avions besoin d'une image parfaitement cohérente pour les sponsors d'entreprise. Il a dit que ton style jurait avec l'esthétique. J'ai fermé les yeux. Entendre la vérité dérisoire énoncée à haute voix, enfin confirmée par sa propre voix, était une douleur d'un autre genre. Ce n'était pas la blessure vive de la trahison. C'était la douleur sourde et tragique de réaliser que ma sœur avait volontairement troqué notre relation fraternelle contre une esthétique de réseau social. Donc, je n'ai pas été désinvité parce que je suis une mauvaise sœur, constatai-je. J'ai été désinvité parce que je ne cadrais pas avec le tableau d'inspiration marketing. Ce n'est pas seulement ça, s'écria Clara, son calme fragile volant en éclats. Mon Dieu, Harper, tu ne comprends pas.
Tu ne comprends jamais. Alors explique-moi. Aide-moi à comprendre. Je suis jalouse, lâcha-t-elle dans un sanglot. Je suis tellement jalouse de toi que j'en ai du mal à respirer. J'ai cligné des yeux dans le noir, stupéfaite. Jalouse de moi? Clara, tu es l'enfant préféré. Tu as le fiancé parfait, le mariage de luxe, l'approbation absolue de toute la dynastie Martin. Moi, je suis la brebis galeuse qui vient d'être exclue de son propre événement familial. De quoi diable pourrais-tu être jalouse? Tu as Julien, sanglota TL. J'ai regardé vers la porte ouverte de la chambre. Julien dormait à poings fermés, sa poitrine se soulevant à un rythme régulier et paisible. Tu as quelqu'un qui te regarde comme si tu étais la seule vraie personne dans la pièce, dit Clara, sa voix tremblant de manière incontrôlable. J'ai vu la photo, Harper, celle devenue virale avec la broderie. J'ai vu exactement comment il te regardait sous la pluie. Il se moquait que la robe soit mouillée. Il se moquait de l'éclairage. Il ne voyait que toi. Elle prit une inspiration tremblante. Derek me regarde et il ne voit que du contenu, chuchota TL, la vérité dévastatrice éclatant enfin. Il voit un partenariat de marque lucratif. Il voit un couple influent à vendre à des sponsors. Mais je ne pense pas qu'il m'ait jamais regardé comme Julien te regarde. Pas même une seule fois. Et quand tu es là, cela rend ce qui me manque d'une évidence douloureuse. La révélation m'a frappé de plein fouet. Le risque pour la marque n'était pas ma personnalité extravertie. C'était ma réalité. Notre amour sincère et spontané révélait le vide de leur mise en scène. J'étais un miroir vivant et le reflet lui était insupportable. Clara, dis-je, me penchant en avant, serrant le téléphone. Écoute-moi très attentivement. Tu n'es pas obligatoire de l'épouser. Tu peux tout arrêter maintenant. Tu es dans une chambre d'hôtel. Tu peux simplement franchir la porte. Tu es folle, demanda-t-elle, sa voix remontant dans la panique. Le mariage est dans 6 heures. Des invités sont venus de Londres. Les sponsors ont payé l'open bar. Je ne peux pas tout arrêter. Si, tu le peux. C'est un contrat, Clara. C'est une fête coûteuse. Ce n'est pas une peine de prison. Je vais t'aider. Je prends l'avion pour Charleston tout de suite. Je ferai face à maman et à Derek et je prendrai toute la colère sur moi. Je serai la méchante s'il le faut pour que tu puisses t'en sortir. Dis-moi juste que tu veux partir. Un moment de silence s'ensuivit. Je lui tendais la main. J'offrais de sacrifier ma propre paix pour la sauver d'une vie de faux-semblant. Maman va me détruire, chuchota Clara. La peur enfantine dans sa voix était totale. Si je pars maintenant, elle ne me le pardonnera jamais. Maman ne peut détruire que les gens qui lui demandent encore la permission de vivre, plaidai-je. Je ne suis pas toi, Harper, dit Clara d'une voix résignée. Je ne peux pas lui faire face. Au revoir. S'il te plaît, ne publie rien d'autre. La ligne s'est coupée. Je suis restée assise dans le noir, réalisant que je ne pouvais pas sauver quelqu'un qui avait peur de la sortie. Le matin du mariage à Charleston s'est levé dans une humidité épaisse et étouffante qui collait désagréablement à la peau. Mais dans les Pouilles, l'air de l'après-midi était frais et limpide. Je m'étais assise sur le mur de pierre du domaine, à des kilomètres du chaos, observant le désastre se dérouler sur l'écran de mon téléphone. Morgane, agissant comme ma correspondante sur le terrain, m'envoyait les détails en temps réel. Les retombées de la vidéo virale sur TikTok étaient dévastatrices. Tout a commencé avec les fleurs. Le fleuriste principal, effrayé par les rumeurs en ligne qualifiant Derek de voleur d'art, s'est rendu sur place et a exigé de voir les autorisations légales pour les images promotionnelles que Derek avait utilisées pour obtenir la réduction. Devant l'incapacité de Derek à les fournir, le fleuriste a paniqué à l'idée d'être associé à un scandale de contrefaçon. Il a refusé d'installer les grandes arches florales à moins que Derek ne paie les 50% restants immédiatement en espèces. Derek, dont tout le modèle économique reposait sur l'échange de notoriété volée contre des services gratuits, n'avait pas d'argent liquide. Puis vint le sponsor de spiritueux. Le représentant de la marque s'est réveillé, a vu la vidéo virale, a vu la mise en demeure de retrait qui circulait sur Twitter, et a vu la section des commentaires en colère où des milliers de clients potentiels boycottaient le mariage. Ils ont immédiatement annulé le contrat. À 10 heures du matin, soit 2 heures seulement avant la cérémonie, l'organisatrice du mariage a dû entrer dans la suite nuptiale sous tension.
Elle a dû annoncer à Clara que l'open bar à $15 000 n'était plus pris en charge. Dans le chaos ambiant, l'organisatrice stressée a sorti sa tablette pour montrer à Clara l'email d'annulation du sponsor. Mais dans sa panique, elle a oublié de masquer l'historique des messages. Elle a montré à Clara toute la chaîne de mails. Tout au fond de ce fil se trouvait l'email initial que Derek avait envoyé à la marque de spiritueux. Morgan m'en a envoyé une capture d'écran floue. C'était accablant. Dans l'email, Derek qualifiait son prochain mariage avec Clara non pas d'union sacrée, mais strictement d'événement marketing à fort potentiel financier. Pire, il me mentionnait explicitement, nous avons soigneusement exclu la sœur de la mariée de la liste des invités, car son comportement imprévisible et non professionnel représente un risque avéré pour la marque qui jurerait avec notre esthétique haut de gamme. Mon téléphone a sonné. C'était Brenda. C'est ta faute, hurla-t-elle, sa voix grésillant dans le haut-parleur. Tu as tout détruit. Les sponsors se retirent. Le fleuriste remballe ses camions. Tu as gâché le jour le plus important de la vie de ta sœur parce que tu ne supportais pas d'être mise à l'écart. J'ai écouté ses cris. J'ai écouté la panique brute d'une femme autoritaire qui voyait sa mise en scène s'effondrer devant des millions de spectateurs. Je n'ai rien gâché du tout, maman, dis-je d'une voix calme face à son hystérie. J'ai juste arrêté de vous couvrir. J'ai arrêté de laisser Derek utiliser mon travail pour vendre un mensonge. Si la vérité détruit le mariage, c'est que le mariage n'a jamais été réel. Tu es morte pour moi, siffla-t-elle. Je sais, dis-je. Je suis morte pour toi à l'instant précis où j'ai commencé à m'aimer. J'ai raccroché. Dans la suite nuptiale de Charleston, la coupe était pleine. Clara était assise dans un fauteuil en velours, portant un peignoir en soie orné du mot « marié » en paillettes dorées. Elle a fini de lire l'email de Derek sur la tablette de l'organisatrice. Elle a lu les mots exacts que son fiancé avait écrits sur elle. Elle a enfin compris qu'elle n'était pas une partenaire aimée pour lui. Elle était un atout. Elle était un joli mannequin qu'il pouvait habiller pour décrocher des contrats. Selon Morgan, Clara n'a pas crié. Elle n'a pas jeté sa coupe de champagne contre le mur. Elle s'est simplement levée, s'est approchée de la table en acajou où l'attendait son bouquet d'orchidées blanches, l'a pris et l'a laissé tomber sur le sol. Je ne peux pas faire ça, dit Clara à la pièce remplie de demoiselles d'honneur stupéfaites. Brenda s'est précipitée, lui saisissant le bras. De quoi tu parles? Les invités sont déjà installés. Le quatuor joue. C'est juste le trac. Clara a enfilé sa tenue. Elle a regardé notre mère. Elle a regardé la femme qui avait passé 20 ans à nous monter l'une contre l'autre, nous apprenant à rivaliser pour des miettes d'affection. Ce n'est pas le trac, dit Clara d'une voix claire. C'est un moment de clarté absolue. Je ne peux pas me marier dans une histoire qui n'est pas la mienne. Elle a retiré son peignoir de soie. Elle s'est éloignée de la robe en tulle et dentelle à $8 000. Elle a enfilé un jean bleu ordinaire et un t-shirt simple, et elle est sortie par la porte de service arrière de l'établissement. Elle a laissé Derek seul devant l'hôtel sans fleurs, attendant une mariée docile qui venait enfin de réaliser qu'elle valait bien plus qu'un contrat publicitaire. Les retombées immédiates ont été spectaculaires. Les 500 invités ont été renvoyés chez eux depuis le lieu de réception vide. Derek a désespérément tenté de rejeter la faute sur les réseaux sociaux, publiant une vidéo en larmes affirmant que j'avais lavé le cerveau de Clara par pure jalousie. Mais Internet a été plus rapide et plus intelligent. Les gens ont vu la chronologie numérique. Ils ont vu le vol de droits d'auteur. Ils ont vu le contrôle manifeste. La marque lifestyle de Derek a été détruite avant même son lancement. 2 semaines plus tard, Julian et moi étions de retour à Denver. Nous étions en train d'emballer mes affaires dans mon petit appartement sombre pour emménager ensemble dans un endroit plus grand et plus lumineux. Mon téléphone a vibré, signalant un message. C'était Clara. Je loge chez une amie à Savannah, écrivait-elle. Je suis désolée pour tout. Je sais que j'ai été affreuse avec toi. J'ai fixé l'écran, mon pouce suspendu au-dessus du clavier. J'attendais instinctivement la justification, l'excuse, le moment où elle rejetterait la faute sur maman. Ce n'est pas venu. Tu n'es pas venu me sauver, ajouta-t-elle une minute plus tard. Je le sais, mais tu m'as montré exactement où se trouvait la sortie. Merci. J'ai tapé ma réponse lentement, mesurant la portée de chaque mot. Je ne voulais pas revenir à l'ancienne dynamique.
Je n'allais pas régler sa vie pour elle ni payer son loyer ou gérer ses émotions complexes. Tu peux repartir à zéro, lui ai-je répondu. Tu as tout le temps de trouver ta voie. Mais pour que les choses soient claires, Clara, je ne m'effacerai plus jamais pour que tu te sentes à l'aise. Nous nous voyons d'égal à égal, ou nous ne nous voyons pas du tout. 3 petits points gris sont apparus à l'écran, ont dansé, puis se sont arrêtés, puis sont réapparus. D'égal à égal, répondit-elle. Ce n'était pas une fin parfaite de cinéma. C'était complexe. Nous avions des décennies de traumatisme à analyser, et le numéro de Brenda était toujours bloqué, mais c'était réel. C'était un point de départ. 6 mois plus tard, Julien et moi sommes retournés dans les Pouilles pour notre lune de miel différée. Nous avons utilisé les revenus inattendus de la licence de la vidéo virale de l'argent que j'ai fini par accepter de la part d'une équipe de documentaires pour lancer un petit programme de bourse d'études. Nous l'avons financé pour soutenir les artistes indépendants dont les familles toxiques avaient coupé les vivres parce qu'ils poursuivaient leur article. Nous l'avons nommé « Le fond de la barrière ouverte ». Lors de notre dernière soirée à la Masseria, j'ai installé mon appareil photo sur un trépied posé sur le vieux mur de pierre. La lumière naturelle était absolument parfaite. Elle était dorée, dense et chaleureuse. Je me tenais à côté de Julien, un verre de vin à la main, et j'ai regardé l'objectif. Pendant très longtemps, j'ai cru que la pire chose qui puisse m'arriver était d'être désinvité, dis-je à la caméra qui filmait. Je pensais que cela signifiait que je n'avais pas de valeur. Je pensais que j'étais défaillante. J'ai regardé Julien, qui m'a souri. Puis j'ai regardé à nouveau l'objectif. Mais je me trompais complètement. Un conte de fées ne consiste pas à être choisi par un prince ou à être enfin invité au bal par des gens qui vous détestent. Le véritable conte de fées consiste à s'accorder la permission d'exister pleinement, brillamment et sans s'excuser, même quand le monde entier vous demande de disparaître. Essayez.